Bonjour à tous, donc Alex Bernier, directeur de l'association Brainnet. Cette dernière table ronde qui va clôturer cette journée sur les objets connectés a pour ambition de savoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, 5 ou 10 prochaines années, dans le domaine de l'accessibilité et des objets connectés. Donc on a vu tout au long de cette journée que les objets connectés étaient un secteur en mouvement. On a eu diverses interventions qui ont présenté des problèmes assez variés liés à la confidentialité des données, liés aux usages, liés aux standards aussi à mettre en œuvre pour que tous ces objets communiquent de manière interopérable. Et donc pour cette table ronde, on va essayer de réarticuler un peu la thématique accessibilité et objets connectés. Donc on va commencer par discuter un peu du futur de ces objets connectés, quel type d'objets on pourra imaginer dans les prochaines années. Pour les personnes handicapées et puis plus spécifiquement dans le grand public. Et puis on va essayer de voir comment les deux mondes peuvent essayer de converger et de se rejoindre. Donc je vais poser la première question à Mehdi Ami, qui est enseignant-chercheur au LIMSI, qui est un laboratoire de recherche en informatique à l'Université de Paris-Sud. Donc, quel objet connecté imaginez-vous dans les 5 à 10 prochaines années et quels sont les verrous technologiques que vous devez lever en tant que chercheur pour faire émerger ces objets? Vous m'entendez? Oui. Donc, il y a plein d'objets à imaginer. Hein, donc, je ne vais pas peut-être donner de liste exhaustive dès maintenant, mais je vais peut-être donner une démarche pour arriver à des objets qui vont être très performants et qui vont correspondre surtout aux usagers et à leurs besoins. Ce serait au fait de s'inspirer de l'activité humaine. Donc au fait, quand on veut designer des objets connectés aujourd'hui et j'espère demain, que ce soit les startups ou les laboratoires, un des premiers challenges, c'est de s'inspirer de leur activité dans leur domicile, dans leur vie quotidienne, etc., pour développer de nouveaux services. Donc voilà, et à partir de là, on peut imaginer beaucoup de services et d'objets connectés. Ensuite, en ce qui concerne les challenges, et ça, c'est des choses qui sont assez. Il y a pas mal de choses peut-être à aborder. Il y a déjà un challenge en ce qui concerne la conception des objets eux-mêmes. Aujourd'hui, donc pour designer des objets connectés, au fait, on utilise très généralement, je ne vais pas généraliser, mais généralement on utilise de l'électronique, standard, qu'on essaie d'intégrer sur des objets qu'on va porter, etc. Pareil pour les capteurs, etc. Le truc, c'est que ces capteurs, cette électronique n'est pas adaptée à ces nouveaux usages. Donc déjà, il y a un challenge à développer de nouveaux types de capteurs, des capteurs qu'on va par exemple intégrer dans les vêtements, des capteurs qu'on va intégrer directement au niveau des objets. Ce sera plus un verre avec, parce que j'ai vu qu'il y avait des verres connectés avec des capteurs de pression, des capteurs de mouvement. Ce sera le capteur sera directement intégré, le capteur sera directement intégré dans le verre ou par exemple dans la table, etc. Il y a des recherches qui commencent à s'intéresser à l'intégration des capteurs dans les matériaux de construction. Donc on commence à intégrer maintenant des capteurs au niveau des murs, au niveau du plancher, au niveau des plaques de plâtre, etc. Tout ça permettra d'avoir une sorte de suivi continu, total de l'activité des usagers et surtout d'une manière transparente. Et au fait, c'est à partir du suivi de cette activité qu'on peut ensuite construire des services de santé, d'accessibilité, etc. Donc il y a aussi un défi en ce qui concerne tout ce qui est lié à l'électronique, donc de traitement, de communication, etc. Aujourd'hui, l'électronique et les protocoles de communication ne sont pas du tout adaptés aux objets, par exemple, portables. Donc voilà, c'est des protocoles de communication qui sont assez lourds, assez énergivores. Et donc voilà, il faut repenser l'électronique. Il ne faut pas que ce soit forcément de l'électronique de pointe. Il faut surtout que ce soit une électronique qui puisse proposer le meilleur compromis entre performance et consommation.
Donc ça concerne aussi bien les traitements que la communication, etc. Et donc voilà, il y a aussi des challenges à faire en ce qui concerne les systèmes d'affichage. Donc en général, quand on pense à affichage aujourd'hui, on pense directement à des écrans. Donc il n'y a pas que les écrans pour faire de l'affichage, et encore plus pour les personnes qui ont certains handicaps. Donc il faudra travailler sur de nouveaux systèmes d'affichage. Donc il y a des recherches par exemple qui s'intéressent au développement carrément d'affichage sur le tissu. Donc ils tissent carrément des systèmes d'affichage, des systèmes tactiles, des actionneurs carrément sur le tissu, avec des polymères qu'on peut intégrer directement au bracelet de montre, etc. Donc voilà, quelques pistes, quelques challenges à travailler ces prochaines décennies. Voilà. Ok, merci pour cette réponse très, très riche. J'aurais un peu la même question à Steve Tyler, qui travaille au RNIB, donc qui est une association d'aveugles en Grande-Bretagne, l'association d'aveugles en Grande-Bretagne. Est-ce que le RNIB travaille déjà sur cette problématique des objets connectés? Est-ce qu'il a mis en place des groupes de réflexion sur ce sujet? Et est-ce que vous avez mené des réflexions pour imaginer quels objets connectés pourraient être utiles aux aveugles ou aux malvoyants dans les prochaines années? Thank you. I'll start with the three challenges that I think are the biggest, and I think you will recognize. Firstly, connectivity black spots, especially in the mobile arena. We still have many of them because of the way we currently have set up our networks. And we can't afford to have connectivity black spots. Related to that is overcomplicated local networking, and overcomplicated from a user point of view. What I mean by that is, any of you will know, if your internet system at home is working well, or you're doing something relatively simple, like setting up a new wireless connected device, then all is fine. You will also know that if it goes wrong, it quite often goes wrong in a spectacular kind of way, and nobody appears to be very clear about how to fix it. And this can take days sometimes. And that cannot be, I think networking has to be as ubiquitous and as available as the telephone. Nobody expects to pick up the telephone and for it not to work, your landline at home. And in the same way, I think networking has to be the same. And the third thing, which the professor touched on, is batteries and energy. Everybody knows that however smart your smartest phone is, without a battery, it's a brick. And at the moment, even especially the smartest smartphones, if they're in daily use, become a brick by about 3 p.m. So that has to be fixed. Otherwise, everything that I'm about to say is completely meaningless. Clearly the possibilities are vast, and I just want to remind you of where we are now, because I think we forget that the world has changed almost beyond recognition. Amazon is the biggest single global retailer on the planet, and it has no shops. Uber is the biggest taxi company on the planet, and it has no cars. And the world is becoming a virtual one, where people's expectations have subtly changed without us even realizing. I think we're moving to ubiquitous connectivity, where everything is connected, which leads to a plethora of data being available.
I think we will see more accurate profiling, so that people's needs can be more easily understood and more accurately predicted. We will see intelligent agents come of age, and what I mean by that is the kind of Siri and effectively your personal assistant becoming cleverer. I think smart surfaces are upon us, so you don't need to connect in quite the same way. You put your device on a smart surface, and the smart surface knows what to do with it, whether that's giving connectivity or giving power. I'd say that it's the age of new materials and of 3D printing. So new scrunchable materials which will hold intelligence and potentially are the new kind of battery, and then the ability to print things that you specifically want printing. It's the age of nanotechnology, and the search is on that will replace silicon, all in an effort to make things smaller for medical purposes and for many others. But again, this requires focus on energy. Transport and driving is changing. In the UK now, we're already seeing the advent of autonomous vehicles. And again, I think that's set to change, accompanied by people's thirst for on-demand, on-request, immediately. So people are beginning to demand, whether it's books or music or travel, right now in the way I want. And then finally, I think we're going to see big changes in the way we do banking and payment. In fact, I'd be very surprised if we still have very, very traditional banks on the high street as being our sole banking partners. I think there'll be new banks that emerge out of the mobile and net-based space, and we can already see crowdsourcing happening in there. And just out of interest, I think rapid prototyping will become a thing that is much easier to do. Already it is very straightforward. So the reason for accessibility being hugely important is that all of these things, or a lot of these things, point to fewer people in the mix, fewer immediate assistants in a ticketless or a ubiquitous vehicle or an autonomous vehicle environment. So I think intelligent agents and all of these things that I've described have to be accessible for it to work for blind and partially sighted people and for people with disabilities. Okay. Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas, un ou deux objets connectés très concrets que vous souhaiteriez réaliser, si possible, dans les 5 prochaines années? I want to see, well, I think autonomous vehicles are here. To what degree they will be accessible, I'm not sure, but we've been part of the Google, I mentioned Google earlier on, and they are on track for the delivery of driverless vehicles. There is no doubt about that. So I think that's one thing. I think if I had to pick a second one, I would say I want it to be easier to access the stuff I want to read in the form I want to read it immediately. Okay. Merci pour ces réponses. J'aurais maintenant une question pour Weavings. Sur la question a déjà partiellement été posée tout à l'heure, mais c'est sur la manière dont est traitée la problématique de l'accessibilité
par les entreprises qui travaillent aujourd'hui dans le domaine des objets connectés. On a l'impression que l'objectif est de produire très rapidement beaucoup de nouveaux objets, que ce qu'il est important de faire, c'est de minimiser le temps de mise sur le marché de ces objets. Est-ce que vous réussissez à prendre en compte l'accessibilité des interfaces utilisateurs, par exemple, les applications qui permettent de gérer ces objets, ou est-ce que c'est des choses que vous n'avez pas encore eu le temps de regarder ? Alors, je pense que vous appuyez effectivement sur une de nos faiblesses, c'est comme vous l'avez parfaitement dit, on est sur un marché nouveau, extrêmement concurrentiel, et donc l'impératif de survie de l'entreprise, c'est effectivement de mettre les meilleurs produits le plus vite possible sur le marché. Donc parfois on oublie d'être parfaitement accessible. Alors il faut quand même voir qu'il y a un rôle normatif exercé par Apple dans les applications mobiles et dans la mise sur l'App Store, qui vous oblige en fait à prendre en compte certaines de ces règles. C'est-à-dire le régulateur du monde des applis mobiles, c'est pas le gouvernement français, c'est Apple. Et donc je pense que je veux dire, parce que WeThings n'est qu'un acteur parmi beaucoup d'autres. Pour répondre efficacement à cette question, je pense qu'il faut que vous fassiez du lobbying auprès de ceux qui régulent l'univers des applications mobiles. Alors, ça ne nous dédouane pas de toute responsabilité. Donc, effectivement, on prend en compte certaines de ces... on prend en compte la problématique, on essaye, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire, et une rencontre comme celle-ci nous rappelle à nos obligations. Voilà. Merci. Bon, malheureusement, Apple n'a pas les moyens non plus de vérifier l'accessibilité de toutes les applications qui sont disponibles sur son store. Il doit y en avoir quelques millions, et la vérification de l'accessibilité n'est pas automatisable. Donc je pense c'est un enjeu assez important et qui doit être pris en charge par tous les acteurs du domaine. Voilà, Steve Tyler nous a parlé d'objets spécifiquement, enfin qui pourraient être spécifiquement destinés aux aveugles, à une certaine catégorie de personnes handicapées. Donc ça, c'est une des démarches lorsqu'on fait de l'accessibilité numérique, c'est de créer des objets dédiés, des objets spécifiques pour un certain public. Mais une autre démarche consiste à se diriger vers ce qu'on appelle la conception universelle, donc mettre en œuvre des bonnes pratiques qui peuvent être utiles à tous, et donc pour créer des produits pas forcément destinés à une catégorie de personnes, mais des produits qui seront en standard accessibles. Donc ma prochaine question est destinée à Ross Atkins. Comment, en tant que concepteur, que designer, comment vous voyez cette articulation entre création d'outils dédiés à des personnes et création d'outils qui respectent des normes de conception universelle? I personally, I don't really like the term universal design, because I think it implies an optimal end configuration, which I don't think is what this is about. I think this process of... I prefer inclusive design, because I think that better captures this idea that we're in a constant dialogue, and we're constantly learning about what different people need from products, and we're constantly improving those products, and that that process will never stop. I think in terms of how we build the Internet of Things as we're building it in a more inclusive way, then I think having adaptability built into those products is the key, I guess. And I think that the fact that we just had a conversation about, oh, well, the app that goes with the product must be accessible and built to best app accessibility practices. So that is, of course, true, but it's also missing a huge opportunity, because actually, if we make the product so that it isn't tied to the one app and that it can be controlled by different apps
in ways that you haven't necessarily expected as the designer of that product, then you're building in much more accessibility in loads of use cases that you probably haven't even thought of. You might know a lot about how a certain group of people with sight loss use your products or platform, but you probably don't know about how people with cerebral palsy use your product. But it might be very important, and there might be tweaks that could be made to it that would really advantage those people. And the only way that you can really ensure that that happens is by building the product in a flexible way and allowing third parties to get involved. And in a way, a lot of the success of the accessibility of Apple's products, I guess, is the fact that they are adaptable and that they are able to take to ideas that come from third parties into their products. Does that make sense? Ok, merci pour cette réponse. Voilà, je voudrais revenir un peu sur la discussion qu'on a entamée avec Alexis Normand sur la prise en compte par les industriels de l'accessibilité. Est-ce que, en gros, c'est difficile à faire parce que on ne sait pas aujourd'hui clairement évaluer le coût de la mise en accessibilité, ou est-ce que c'est parce que vous estimez que le public cible n'est pas assez nombreux et donc il faut se concentrer sur sur d'autres aspects du produit en premier lieu? C'est pour moi, j'imagine. Je pense que déjà, on est dans une problématique de faire grandir le public cible général. Après, non, je pense que c'est, le public en réalité. Vous savez, il y a une théorie du monde des affaires qui s'appelle la long tail. La valeur est capturée par le fait d'avoir justement des produits qui s'adaptent à tous les publics. Vous faites le gros de votre chiffre sur un produit, c'est ce que fait Amazon, mais en réalité c'est tous les micros usages cumulés qui sont beaucoup plus nombreux que l'usage principal. Donc pour toute entreprise, le Graal est justement d'être capable de proposer quelque chose énormément de choses très spécifiques, mais à très faible coût supplémentaire. Donc non, il n'y a pas à exclure des catégories de personnes. Il faut juste qu'on trouve le moyen de le faire efficacement. Et puis je pense que il se trouve qu'on ne peut pas non plus tout faire nous-mêmes. Si c'est la question de... Mais néanmoins, on peut trouver des suppléments. C'est-à-dire, juste pour donner... pour m'exprimer un peu mieux, nos produits peuvent enregistrer tout un tas de données, mais en réalité, comme c'est numérique, on peut partager avec d'autres applications et donc dupliquer cette donnée. Si je prends le poids, l'activité, etc., vous pouvez l'échanger avec 150 applications. Donc par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à lire dans notre application certains des messages, certaines formes de visualisation, eh bien, a la possibilité de dupliquer cette donnée sur une application, par exemple, plus adaptée pour les personnes malvoyantes. Donc nous, il faut qu'on trouve un modèle où la plupart des usages possibles peuvent être faits de nos outils. Et il se trouve que le modèle de l'API ouverte, c'est-à-dire de l'interfaçage des données entre notre base et d'autres bases, permet cette diversité d'usages. Je veux dire, l'usage principal de nos objets, c'est effectivement quelqu'un technophile, curieux, early adopters des technologies qui se précipitent en Apple Store ou à la Fnac, mais en réalité, ces 150 applications, c'est des usages particuliers de quelqu'un qui gère son diabète, de quelqu'un qui trouve que l'activité est pertinente pour tel ou tel usage. Donc, c'est cette articulation, mais on ne sait pas faire tout nous-mêmes. Donc on a besoin de trouver un modèle qui permette aux spécialistes, eux, de développer des choses autour de créer un écosystème, pour le dire simplement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. D'accord, donc l'idée, ce serait d'utiliser des protocoles plus ouverts, des standards ouverts, pour que d'autres puissent développer des applications. Voilà, mais pas forcément à partir de l'objet lui-même, parce qu'il faut que l'expérience utilisateur de base soit gérée
pour qu'on puisse installer le produit, mais à partir de l'application, trouver de nouvelles applis, de déporter, de multiplier les usages à partir de notre propre application, oui. Okay. Donc on a un modèle d'API ouverte. À partir de notre serveur, en fait. Okay. Mais merci à tous pour d'avoir répondu à ces questions. Cette table ronde approche de sa conclusion. Donc on se rend compte qu'il faut, pour que les objets connectés, l'Internet des objets devienne accessible, qu'il faudrait plus de standardisation, de la création de standards ouverts, notamment. Et il faut aussi envisager des partenariats entre groupes d'utilisateurs, recherche, industrie. Ça a été une des vocations de Brinet depuis sa création, d'être à l'interface entre le monde de la recherche, de l'industrie et du monde associatif, pour faire du transfert de techniques, de technologies entre ces différents mondes. Donc ma dernière question va aller à Bruno Marmol. Comment tu vois, quel potentiel tu vois dans l'Internet des objets et quelles tâches tu imagines qu'il faudrait mener à bien pour le rendre plus accessible dans les prochaines années, et quel rôle on peut y jouer? C'est une vaste question. Donc je pense que déjà le potentiel pour les objets connectés dans le monde de la déficience visuelle, déjà c'est peut-être une vraie convergence. On a déjà beaucoup d'objets un peu spécifiques dont la lecture n'était pas forcément facile, voire impossible dans le monde des objets normaux pour la déficience visuelle. Donc il y a déjà beaucoup d'objets qui ont été faits justement pour pouvoir parler, pour pouvoir donner en fait le résultat de l'objet d'une façon perceptible par le déficient visuel. Un objet connecté donne son résultat de façon plus justement universelle pour le coup. Et ce qu'il faut, c'est garantir à ce que les applications soient accessibles. Donc il y a déjà un point de continuité par rapport à l'activité de Brinet qui va être dans la formation. On parlait que effectivement peut-être que Apple permet de faire des développements plutôt accessibles, mais c'est encore plus vrai quand les développeurs savent ce que c'est que l'accessibilité. Donc je pense qu'il y a un rôle toujours de promotion de l'accessibilité, des technologies de l'accessibilité, pour qu'elles soient diffusées n'importe où, y compris dans des endroits qui ne sont pas forcément liés à l'accessibilité, parce qu'avec l'Internet des objets, même ces endroits vont développer des usages, des objets et des usages liés à ce qui sera le monde de l'accessibilité. Après, je rejoins aussi tout cet aspect des protocoles ouverts. Brinet s'est engagé pendant assez longtemps sur des aspects normatifs, que ce soit par rapport au HTML, par rapport à DAISY et ce genre de choses. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant sur les protocoles utilisés par les objets quand il y a des protocoles qui sont émergents pour veiller à cette accessibilité. Donc sans doute, je dirais, aux côtés ou dans le WAI quand ce sont des technologies qui sont de son ressort. Et ensuite, je pense qu'il y a un gros potentiel aussi sur la localisation. On a pas mal d'ateliers aujourd'hui qui nous ont montré que il y avait un enjeu dans les objets connectés pour permettre de la géolocalisation et ce genre de choses. Je pense qu'on peut mettre des objets géoconnectés spécialement pour des déficients visuels ou pour d'autres personnes. Je pense que finalement le nombre d'objets géolocalisés va exploser. Et si les applications de locomotion peuvent utiliser tous ces objets pour permettre une très bonne localisation, je pense que ça ne pourra que favoriser le développement d'applications pour vraiment faciliter le déplacement. Donc c'est aussi, je pense, un point sur lequel il faut être vigilant. Ok, merci pour cette réponse.
Je pense qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti et qu'il reste quelques minutes pour des questions ou des commentaires du public. Est-ce qu'il y en a ? Merci à tous pour cette journée très, très édifiante. On sait que les objets vont exploser. On a parlé de montée en charge, on a parlé de standardisation, on a parlé d'éthique, on a parlé de protocole, on a parlé de sécurité, d'éthique, etc. Et on n'a pas entendu une seule fois le mot blockchain dans ces discours-là. Parce qu'il va falloir gérer tout ça, tous ces objets, il va falloir gérer la sécurité, le transport, on a tourné autour du protocole, il va falloir qu'il y en ait une confiance aussi, que les objets puissent communiquer entre eux, qu'on soit sûr qu'ils aient bien le droit, suivant certaines règles, etc. On a parlé de tiers de confiance, donc on est en plein dedans, on a parlé d'éthique, on a parlé de standardisation, et on n'a pas parlé de blockchain, donc est-ce que c'est trop tôt pour vous ? Parce qu'on en parle beaucoup, nous, dans le monde bancaire, dans le monde notarial, on parle que de ça. Et la blockchain est vouée à être le protocole de l'Internet des objets, justement. Donc, enfin, du monde des objets. Et donc, on n'en a pas parlé. J'ai une question par rapport à cette absence, en fait. Qui veut répondre ? I mean, we also didn't talk about IPv6. I think, like, there are a lot of the questions that the underlying infrastructure and a lot of these, like, wrangly problems about security and authentication and all of that stuff, actually IPv6 will make a big impact on as well if we ever get there. I think we are in a sort of Wild West period with the IoT at the moment, right? We're still defining what best practice looks like. And I'm hoping that in 5 years' time, the IoT world looks a lot more like the web world, I guess, where we've got very defined job titles for people. Everyone knows what they're doing. You know what the team you need to hire to build one of these things looks like, and that team has competence, and there's a load of technologies underlying it that everyone agrees keeps the whole thing safe and secure and accessible. And at the moment, we haven't really got any of those in place for the IoT. And so I think it's completely possible blockchain will be part of it. Equally, it's possible it won't. Could you explain to some of us what blockchain actually is? Should we let the person that raised the question, or do you want me to try? Okay. Bon, en fait, la blockchain, c'est un protocole qui aujourd'hui sur laquelle repose aujourd'hui la monnaie cryptographique que tout le monde connaît, qui est le Bitcoin, depuis 2009. Donc, et cette blockchain, ce registre en fait qu'on va mettre en place de façon publique et privée, va pouvoir être le support justement de la communication entre les objets. Parce qu'on se demande comment on va... Parce que là, on parle d'objets, 5, 6 objets par personne, c'est bien, mais quand ça va monter de façon exponentielle à des milliards, personne ne pourra plus gérer de façon manuelle, de façon intelligente même ces objets. Donc c'est un protocole qui va permettre de sécuriser en fait le dialogue, qui va permettre de se passer de tiers de confiance ou de monter en charge. Voilà, c'est un peu ça la blockchain. C'est un protocole et on en parle beaucoup en ce moment. Donc. Alors, je suis loin d'être un expert du blockchain, mais je pense que la question se pose parce que la question de la confiance est primordiale dans l'échange d'informations.
Et donc, toute technologie qui augmente cette confiance est la bienvenue. Après, je pense que c'est un peu tôt, franchement, pour savoir si c'est applicable. Effectivement, le blockchain, c'est un système de registre qui, au lieu d'être tenu par une personne, serait tenu par une machine à laquelle on peut faire confiance. Et donc, effectivement, je comprends que les banquiers, tous les intermédiaires, en fait, s'inquiètent. Mais en fait, dans la santé connectée, ce qui est important, c'est d'échanger avec la bonne personne plus que par contre, ça peut avoir son intérêt, notamment pour tout ce qui est épidémiologie des objets, parce que à ce moment-là, vous agrégez des données et vous avez besoin de passer par un tiers de confiance pour garantir cette anonymisation. Et aujourd'hui, c'est des intermédiaires qui sont payés pour faire ça. Et aux États-Unis, ça va encore plus loin. Ils sont payés pour en fait, non seulement anonymiser vos données, mais quand même les recouper avec d'autres sources de données pour faire une épidémiologie plus riche. Et donc ça, aujourd'hui, c'est fait par des sociétés. Demain, ça pourrait être fait peut-être par des machines, mais c'est un cas particulier, je pense, de l'usage des données. L'usage principal, c'est l'échange d'informations entre deux personnes qui se connaissent. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin forcément de passer par une machine parce que enfin, on ne peut pas déporter l'information de marché d'un prix qui fixe le nouveau prix sur un marché d'une donnée de santé, ou au contraire, ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui elle appartient pour la traiter. Enfin bref, c'est très important, je pense, d'être très précis. Et je vois le blockchain qu'en épidémiologie aujourd'hui, mais encore une fois, sans être suffisamment expert peut-être. D'après ce que j'entends, j'ai envie de dire que si ça n'a pas été très abordé ou pas du tout abordé lors de ce colloque, c'est un petit peu quand on parle de l'accessibilité du web, on ne parle pas forcément d'SSL, parce que finalement, le protocole de transfert n'a pas vraiment un impact fort sur l'accessibilité. Donc c'est un colloque sur l'accessibilité, donc effectivement on est obligé de traiter généralement de l'Internet des objets. On parle de la sécurité, le blockchain est peut-être une réponse à une partie de la sécurité. On n'a pas trop non plus pendant ce colloque explicité tout ce qu'on pouvait faire par rapport à la sécurité des objets, et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été abordé de façon directe. I think in terms of trust, and that does impact user experience, I guess, which is sort of what we are interested in. I think transparency in how Internet of Things systems work, the data they collect, where it goes. At the moment, there's a real deficit of that. And I think that's part of the reason why there's a deficit of trust in the systems. And potentially, we can rebuild trust by potentially simplifying systems where we can. We shouldn't be building systems on the assumption that we're going to gather all the data as much as we can. We don't really know why. We should be building systems like, well, we'll gather the data to satisfy the use case. And if we come up with another use case, we'll make the argument and gather more data. And then if you've simplified a system like that, it's then much easier to explain to people what it is and why. And then people are much more likely to trust it. Certainly in the stuff I'm doing in public space, I think that's definitely the perspective to take, because people are rightly concerned about passive surveillance. You know, we had 2 great presentations about it, and like people were really pissed off about those rubbish bins in London that were tracking them. And I think, so I think transparency and simplicity can do a lot. Est-ce qu'on a encore du temps pour une ou deux questions? Où y en a-t-il? Bonjour, je m'appelle Joseph, je suis statisticien et je travaille avec les objets connectés, surtout dans le contexte de la protection civile. Quand on utilise ou qu'on prend des données et qu'on les analyse ou qu'on les agrège, que faites-vous pour rendre transparent un peu l'obscurité ou l'obscurantisme issu du fait qu'on utilise des algorithmes qui ne sont pas forcément compris, soit par l'utilisateur de l'objet connecté, soit par l'utilisateur final de l'analyse, c'est-à-dire un docteur ou
n'importe qui d'autre. Alors, c'est une question sur la transparence qui, j'avoue, est un peu obscure, mais pour essayer de répondre, quand on agrège des données, d'abord pour répondre à cette question de que fait-on des données, on essaye de les présenter en open data. Donc, par exemple sur le poids, sur l'activité, c'est ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure. Et là, c'est des distributions, c'est des moyennes statistiques, c'est des lois normales. Donc les règles d'exposition sont assez transparentes et on les restitue alors qu'on n'a aucune obligation de le faire, mais on le fait justement pour montrer l'intérêt que peut avoir l'agrégation des données. Sur les algorithmes, l'obscurité des algorithmes, en fait, il faut voir exactement de quoi on parle, mais ça peut être par exemple l'algorithme de calcul de fréquence cardiaque. Bon, donc ça, c'est des choses qui relèvent de la R&D, mais qui utilisent la pulsation électrique du corps ou la variation du corps et du poids du corps, et on croise les deux données. Donc c'est de la propriété industrielle. Mais en même temps, c'est basé sur des travaux de R&D et c'est testé, donc il n'y a pas spécialement d'obscurité là-dessus, il faut juste s'intéresser dans le détail. Par contre, donc on a la même chose sur le calcul d'oxymétrie, sur le calcul des pas, et comme c'est une vraie question et c'est une vraie demande, encore une fois, on essaye de communiquer là-dessus, on édite des fascicules, on sort maintenant une série qui s'appelle The Science Behind. Comment calcule-t-on le rythme cardiaque? Comment calcule-t-on? Donc c'est un effort de pédagogie. On le fait pas parce qu'on est obligé de le faire, on le fait parce que c'est une attente de nos utilisateurs et que ça crée cette confiance qui est nécessaire à notre activité économique. Hein. On est un acteur industriel, on n'est pas le régulateur en la matière. Je vais juste compléter la réponse de mon collègue. Donc, parfois, avec ces objets connectés, en fait, on a un réseau de capteurs. Donc, voilà, dans cette salle, il y a plein de capteurs, des capteurs de présence, des capteurs de mouvement, etc. Et parfois, même nous-mêmes, on a plusieurs capteurs. Hein. Et très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'ensemble de ces données, parce qu'en fait, un capteur seul donne une information qui n'est pas très fiable. Donc, l'accéléromètre, par exemple, voilà, quand vous allez marcher, voilà, il va vous donner il détecter la marche avec un taux de reconnaissance assez limité. Par contre, quand on le combine avec d'autres informations, par exemple l'accéléromètre de la montre, par exemple si vous avez une chaussure connectée, des données de pression, etc. La fusion de ces données, donc c'est du traitement de signal, hein, permet de remonter d'une manière plus précise à votre comportement, à votre activité, etc. Par contre, voilà, c'est du traitement de signal, c'est des mathématiques qui y a par derrière, donc voilà, il n'y a pas de secret ou voilà. Une dernière petite question. Donc, dernière question de la journée. Pierrick, Microsoft France. Je me permets de vous interroger sur le fait qu'on aura beaucoup parlé de balises connectées durant ce colloque. Néanmoins, ça pose la question du management dans la durée de ces balises, quand on voit aujourd'hui que la durée de tous ces objets est relativement courte. Et donc, au-delà de généraliser au départ ces balises, comment on le gère derrière? Est-ce qu'on a aujourd'hui, en France ou en Europe, des partenaires industriels capables de le faire ou pas? Et si oui, à combien est-ce qu'on estime le coût à peu près? Je réponds, mais juste parce que je connais la société Sigfox et LoRa. Il y a des sociétés françaises qui développent des technos de remontée de données basse fréquence, justement, qui ont l'avantage d'être d'une grande économie d'énergie. Et donc, c'est vraiment tout à fait... et donc, il faut y mettre des balises sur des cargos dans l'Antarctique pour les retrouver via GPS. Ça consomme très peu. Donc, il y a des sociétés françaises là-dessus qui deviennent des leaders mondiaux, Sigfox en particulier. Donc, je ne plaide pas du tout pour ma paroisse en parlant d'eux. Mais c'est effectivement très prometteur. Voilà. It's impressive how cheap you can get a BLE beacon now. I mean, the ones we use are about €6, and we're doing about a year on a
on a coin cell. So we need a servicing setup to replace those. But it's built into the whole way the system runs. And I think that's how people are going to manage this, I guess. But it doesn't seem an insurmountable challenge. Oui. Je pense que on va terminer là, okay. Parce qu'on approche de l'heure. Il est bientôt 17h30, donc merci à tous les participants à cette table ronde et à toutes les personnes du public qui l'ont alimenté par leurs questions. Donc, je vais passer la parole à Dominique pour la conclusion.